Dans cette vidéo, donc, je vais voir les dispositions auxquelles le plan local d'urbanisme peut déroger. C'est une section de, j'ai vu dans la précédente vidéo, le règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire les règles d'urbanisme qui s'appliquent dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme. Et j'avais vu que le code prévoit qu'il est possible pour une commune de déroger aux principes, aux règles qui figurent dans le règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire les articles L111-1 et suivants du Code de l'urbanisme et les articles R111-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Et donc, j'ai vu dans une section 1 les dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger. Elles s'imposent donc ces dispositions des articles L111-1 et R111-1 et suivants, même dans les communes dotées d'un PLU. Et puis, je vois dans une section 2 donc, les dispositions auxquelles le PLU peut déroger. Quand on regarde le code, le PLU peut déroger aux articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R111-24-2. Alors, tout d'abord, la règle essentielle, premier paragraphe, interdiction de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Alors, je l'ai vu, je vous ai dit, hein, quand la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés, ce qui limite donc considérablement les possibilités de construire dans une commune qui n'a pas de document d'urbanisme, qui n'a pas de PLU. Il ne sera possible de construire que dans les terrains non construits à l'intérieur des espaces urbanisés. C'est donc en principe cette volonté de la commune de s'étendre qui justifie souvent d'adopter un plan local d'urbanisme, puisqu'il sera possible, à certaines conditions, de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Alors je vois dans un grand A le principe. Voilà ce que dit l'article L111-3 du Code de l'urbanisme. En l'absence de PLU, de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Article L111-3. Donc, encore une fois, c'est l'une des raisons essentielles qui peut conduire une commune à adopter un PLU, c'est de déroger à cet article L111-3, puisque ça fait partie des articles auxquels il est possible de déroger. Cette règle de l'inconstructibilité limitée, c'est-à-dire l'interdiction de construire en dehors des espaces déjà urbanisés, cette règle a été posée par la loi du 7 janvier 83. C'est la loi qui transfère la compétence en matière de plan d'occupation des sols à la commune. C'est une loi de décentralisation. Et donc, pour inciter les communes, puisqu'il n'y a pas eu obligation d'adopter un plan d'occupation des sols, la loi a prévu que, si la commune n'a pas de PLU, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés, c'est-à-dire l'article L111-3. Donc, si la commune veut s'urbaniser, il faudra qu'elle adopte un plan d'occupation des sols, devenu depuis la loi SRU de 2000, le plan local d'urbanisme. C'est une règle nouvelle, cette inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés, parce que auparavant, bien, le respect du droit de propriété impliquait qu'il n'y avait pas de limite au droit de construire, même si le terrain était en dehors des espaces déjà urbanisés. Alors, il y avait cependant eu déjà une première exception, qui est l'article R111-14-1. Enfin, aujourd'hui, c'est codifié dans l'article R111-14-1 du Code de l'urbanisme. C'est un article qui a été introduit en 1978. Cet article permet au maire de refuser le permis de construire si la localisation de la construction aboutit à une urbanisation dispersée. Ah, voilà, quelqu'un qui veut construire à 300 mètres de la dernière maison, le maire peut dire je refuse parce que ça aboutit à une urbanisation dispersée. Et donc, vous voyez, cet article subsiste, qui a été adopté en 78, il est toujours dans le code, article R111-14-1, mais il fait en partie double emploi avec l'interdiction qui est faite de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Cela étant, vous trouveriez dans la jurisprudence des arrêts qui appliquent cet article, donc il est toujours en vigueur et toujours utilisé. Alors, le principe, donc, interdiction de construire en dehors des espaces déjà urbanisés, dans les communes qui n'ont pas de PLU, mais il y a des exceptions.
Première exception, qui n'en est pas vraiment une, il est possible de construire dans les espaces déjà urbanisés. Bah, ça, ce n'est pas une exception, ça découle de la règle que je viens de fixer. Deuxième exception, ou première véritable exception, cette interdiction de construire dans les espaces urbanisés ne vise pas l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Bah oui, si quelqu'un est propriétaire, comme on le voit souvent, d'une maison qui se trouve à 500 mètres de la dernière maison occupée, qui n'est pas dans les espaces urbanisés, eh bien, cette personne a la possibilité de faire évoluer sa maison en l'agrandissant, en la rénovant. C'est ce que prévoit cet article, L111-3. Deuxième exception, sont également admises en dehors des parties urbanisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles. Bien naturellement, par exemple, les bâtiments agricoles sont possibles en dehors des espaces déjà urbanisés. Il est même parfois souhaitable qu'ils soient en dehors des espaces urbanisés parce qu'ils génèrent des nuisances et puis que l'agriculteur travaille en dehors des espaces urbanisés. Peut-être qu'il est souhaitable qu'il construise ses bâtiments agricoles à proximité de son exploitation, des terres qu'il exploite. J'ajoute d'ailleurs que l'agriculteur pourra, et c'est souvent le cas, hein, enfin c'est fréquemment le cas, l'agriculteur pourra donc, dans une commune non dotée d'un PLU, commencer par demander un permis de construire un bâtiment d'élevage qu'il pourra construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Et puis ensuite, il indiquera que sa présence constante auprès de son bâtiment d'élevage est nécessaire, ce qui justifie la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation. Sinon, il ne pourrait pas construire la maison d'habitation en dehors des espaces urbanisés, puisque la commune n'est pas dotée d'un PLU. Autre exception, sont également admises en dehors des parties urbanisées les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ça pourrait viser une exploitation agricole s'il n'y avait pas déjà l'exception auparavant, elle n'en a pas besoin. Mais par exemple, une installation classée, une entreprise, une industrie qui génère des nuisances, ces nuisances la rendent incompatible avec le voisinage des zones habitées. Elle peut être construite en dehors des espaces déjà urbanisés. Et puis enfin, dernière exception, dans les communes non dotées d'un PLU, toute autre construction peut être autorisée par le préfet, donc c'est le préfet qui doit intervenir, à la suite d'une procédure particulière qui fait intervenir le conseil municipal. Le conseil municipal peut voter une délibération motivée dans laquelle il indique que eh bien, il y a nécessité de favoriser les constructions, notamment parce qu'il y a une baisse de la population, et donc le conseil municipal demande au préfet de déroger à la règle selon laquelle il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Voilà une exception qui a été introduite en 1983 et qui est une transposition, selon des auteurs à l'époque qui ont commenté la loi de 83, une transposition d'une règle qui existe par exemple en Suisse. J'ajoute, je précise que le stationnement pendant plus de 3 mois d'une caravane, soumis à autorisation, hein, si une caravane est stationnée pendant plus de 3 mois, une autorisation est nécessaire, c'est l'article R443-4 du Code de l'urbanisme qui l'indique, eh bien, c'est une de ces installations qui relève de ces dispositions. Donc, le maire peut interdire le stationnement pendant plus de 3 mois d'une caravane en dehors des espaces déjà urbanisés, puisque dans une commune non dotée d'un PLU, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés, et cette règle vaut pour les caravanes qui stationnent plus de 3 mois. Application de cet article, Conseil d'État, 28 janvier 2015. Conseil d'État, 28 janvier 2015, numéro 363 197. L'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Alors, je vais, dans un grand B, présenter les exceptions que je viens de voir, les exceptions à l'interdiction de construire. Donc, c'est l'article L111-4 qui nous donne ces exceptions. Première exception, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension d'une construction existante est possible, ainsi que la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole dans le respect des traditions architecturales locales. Donc voilà, cette exception se dédouble. Premier terme,
il est possible, en dehors des espaces déjà urbanisés, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes. Ça, c'est le premier terme de l'exception. Et second terme de l'exception, il est possible donc de mener la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole dans le respect des traditions architecturales locales. Dans un arrêt du 29 mai 2019, donc dans un arrêt du 29 mai 2019, le numéro 419 921, mentionné dans l'étape du recueil Lebon, eh bien, le Conseil d'État a précisé le sens de ces deux exceptions, de ces deux termes de la première exception. Dans cette affaire, le préfet de l'Orne avait refusé de délivrer un permis de construire pour la restauration et l'extension d'une habitation située dans un lieu-dit, sur le territoire de la commune de Craménil. Le préfet était compétent puisque la commune n'est pas dotée d'un PLU. Et, et donc, l'affaire portait la question, soulevait la question de l'interprétation à donner à cette première exception que je viens de rappeler. Et sachant que le second terme de l'exception, la possibilité de construire à l'intérieur de périmètres agricoles, est une exception qui a été introduite par une loi de 2009, 25 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement. Vous voyez, c'est un problème permanent, cette mobilisation pour le logement. On ne construit jamais assez de logements. Alors, dans cette affaire donc jugée en 2019, le Conseil d'État va préciser les deux termes de l'exception. Premier terme, le préfet donc, avait refusé le permis relatif à l'extension de la maison existante en expliquant que cette extension doit présenter un caractère mesuré. Eh bien, le Conseil d'État censure, en rappelant qu'en vertu de cet article peuvent être autorisés donc, des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée, en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Donc, il faut que ce soit un bâtiment qui ne dépasse pas par sa surface la construction existante, mais le préfet, en exigeant que ce soit une extension qui présente un caractère mesuré, a ajouté une condition non prévue, son refus est illégal. J'ajoute que l'extension ne doit pas respecter les traditions architecturales locales. C'est vrai que cette expression est visée à l'article L111-4, mais elle est visée pour la deuxième exception, la seconde exception, celle qui vise la possibilité de construire à l'intérieur de périmètres agricoles existants. Et puis le Conseil d'État donc précise la seconde exception, justement celle-ci. Il disait que peuvent être autorisés en dehors des espaces déjà urbanisés dans les communes non dotées d'un PLU la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à la double condition qu'ils soient implantés à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et qu'ils respectent les traditions architecturales locales. C'est une exception qui a été introduite en 2009 dans la loi, parce qu'on a un besoin de logement et puis on a des bâtiments agricoles qui n'ont plus l'usage agricole. Donc si on peut les transformer pour accueillir, loger des gens, c'est une bonne chose. Eh bien, le Conseil d'État juge que cette exception peut jouer lorsqu'on est en présence d'une ancienne exploitation close, le périmètre est clos, ce que laisse entendre l'article, qui indique construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole. Mais le Conseil d'État ajoute dans cet arrêt de 2019 qu'il n'est pas nécessaire que le périmètre soit clos. On peut être dans un ensemble agricole, il y a un bâtiment agricole ici, un autre ici, et à l'intérieur, eh bien, il est possible de construire dans le respect des bâtiments nouveaux, dans le respect des traditions architecturales locales. Voilà donc pour cette première exception à l'interdiction de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Deuxième exception, dans les communes non dotées d'un PLU, il est possible de construire en dehors des espaces urbanisés des constructions donc, et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs, dès lors que ces équipements collectifs ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole. Et alors, il y a une autre exception un peu plus loin, il y a une autre exception qui a été ajoutée récemment, c'est le 2 bis qui dit, voilà, il est possible de construire en dehors des espaces déjà urbanisés des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation de produits agricoles. Oui, il arrivait de plus en plus souvent, il y a une diversification de l'activité agricole, et parfois le juge estimait que cette activité de diversification, qui exigeait d'avoir un bâtiment, n'était pas une activité agricole proprement dite, donc s'opposait à la construction en dehors des espaces déjà urbanisés. Et donc, l'article ici, l'article 2 bis, permet donc de dire expressément ces bâtiments qui visent des nouvelles missions de l'agriculture peuvent être construits en dehors des espaces déjà urbanisés. Et puis également, sont possibles, donc en dehors des espaces déjà urbanisés, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Alors, le législateur a voté une loi dans l'esprit, pour expliquer ces deux articles, ces deux dispositions. Le législateur a voté une loi le 10 mars 2023 qui vise à accélérer la production d'énergie renouvelable. Vous savez que c'est un des objectifs de l'État, hein, c'est à la fois de relancer le nucléaire, ça c'est récent, mais également de continuer à développer les installations d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques, parcs éoliens, notamment, principalement, agrivoltaïsme. Et notamment, les agriculteurs peuvent souhaiter implanter des installations d'énergie renouvelable parce que c'est une source de revenus pour une profession qui souvent rencontre des difficultés économiques. Et par exemple, l'agriculteur peut installer des unités de méthanisation qui permettent de produire de l'électricité ou du gaz. Ces bâtiments sont souvent installés, bien sûr, dans des communes rurales, puisque ça vise des activités agricoles, et ce sont souvent dans ces communes qu'il n'y a pas de PLU, de plan local d'urbanisme. Donc, le règlement national d'urbanisme s'impose, avec notamment l'interdiction de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Et donc, le problème s'était posé devant le juge sur le fait de savoir si une unité de méthanisation, vous savez, c'est des grands bâtiments en pointe, ces unités de méthanisation pouvaient être autorisées en dehors des espaces déjà urbanisés. Oui, si c'est lié à l'activité agricole, mais il y avait divergence entre les juges. Et donc, pour éviter ces divergences jurisprudentielles, la loi de 2023 qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables indique, c'est à l'article, je crois que ça a été codifié à l'article 151-11 pour le PLU, mais il y a la même précision pour la carte communale à l'article L161-4, que les installations de méthanisation sont considérées comme des constructions, équipements collectifs incompatibles avec le voisinage et qui peuvent être construites donc, en dehors des espaces déjà urbanisés. Pareil pour donc article L161-4 pour la carte communale. Et pour les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU, eh bien, les installations de production et le cas échéant de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles de biogaz, d'électricité, de chaleur par la méthanisation, qui respectent les conditions fixées à l'article L311-1 du Code rural, je vais vous expliquer, sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole. Donc, il n'y a plus de divergence. C'est la loi qui dit qu'une unité de méthanisation est une installation agricole. Ça, cette dernière disposition qui vise les communes non dotées d'un PLU a été ajoutée à l'article L111-4. Alors, il est visé, il est dit, il faut que l'unité de méthanisation respecte les conditions de l'article L311-1 du Code rural. Cet article L311-1 du Code rural définit l'activité agricole. Donc, c'est un article qui est utilisé en matière d'urbanisme. Vous voulez construire un bâtiment en dehors des espaces urbanisés, vous soutenez que c'est un bâtiment agricole, eh bien, le juge va vérifier que le pétitionnaire, celui qui demande le permis de construire, se livre une activité agricole au sens de l'article L311-1. C'est un article qui va être utilisé en droit fiscal. Il y a une imposition des revenus agricoles. Eh bien, savoir si un revenu est agricole, eh bien, savoir s'il a été généré par une activité telle qu'elle est définie à l'article L311-1. Et cet article que vous irez lire
a été modifié ces dernières années, notamment pour tenir compte du fait que les agriculteurs se livrent de plus en plus, produisent des énergies renouvelables. Et donc, il est précisé dans cet article qu'une unité de méthanisation est une activité agricole si elle est alimentée pour au moins 50% par des produits agricoles. L'unité de méthanisation peut être alimentée par du maïs, par exemple, mais aussi par des déchets ménagers. Eh bien, si 50% des déchets proviennent de l'activité agricole, c'est une activité agricole. Si c'est moins de 50%, ce n'est plus une activité agricole. Donc, si l'unité de méthanisation est alimentée à plus de 50% par des produits agricoles, c'est un bâtiment agricole qui peut être construit en dehors des espaces déjà urbanisés. Et puis, il y a une dernière exception, qui est que le conseil municipal peut voter une délibération par laquelle il saisit le préfet et dans laquelle il considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population, justifie que l'on construise, et notamment qu'on construise en dehors des espaces urbanisés, surtout quand il y a plus de place dans les espaces déjà urbanisés. Il faut également que ces constructions, donc en dehors des espaces déjà urbanisés, ne portent pas atteinte à des espaces naturels, au paysage, et qu'elles n'entraînent pas un surcroît de dépenses publiques. Construire à 100 mètres de la dernière maison, ça veut dire des canalisations, ça peut être très coûteux, c'est un motif qui peut justifier que le conseil municipal ne prenne pas sa délibération ou que le juge l'annule parce que c'est trop coûteux. Cette délibération est soumise à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Article L111-5. Avis conforme, ça veut dire que si cette commission départementale dit non, il ne sera pas possible de surmonter ce veto. Il est normal que cette commission départementale présidée par le préfet, dans laquelle il y a notamment des représentants des professions agricoles, statue, donne un avis, puisque construire en dehors des espaces déjà urbanisés peut porter atteinte à l'activité agricole. Dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel du 6 avril 2023, Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 avril 2023, numéro 21 BX 00824, a précisé que la délibération du conseil municipal par laquelle il saisit le préfet en lui disant « je vous demande d'autoriser des constructions en dehors des espaces déjà urbanisés », cette délibération doit intervenir avant que le propriétaire ne demande un permis de construire. Dans cette affaire, le pétitionnaire se prévaut d'une délibération du conseil municipal qui donne un avis favorable à son projet, mais cette délibération, selon la cour administrative d'appel, n'est pas invocable parce qu'elle est intervenue après que le maire a refusé le permis. Donc, ça doit intervenir avant que le propriétaire ne dépose sa demande de permis de construire. Paragraphe 2 maintenant, reconstruction à l'identique. Reconstruction à l'identique. Voilà ce que dit l'article. Donc, c'est une disposition auquel il est possible de déroger dans le PLU. C'est une disposition qui s'applique dans toutes les communes de France, mais les communes qui sont dotées d'un PLU ou d'une carte communale peuvent y déroger, restreindre notamment le droit ou même l'interdire. Voilà ce que dit l'article L111-15 du Code de l'urbanisme. Je le cite. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant, ça veut dire peu importe, toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU, ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Donc, vous voyez, le PLU peut déroger à ce droit de reconstruire. Dans la précédente codification du Code de l'urbanisme, je vous ai dit, il y a eu une recodification, une réorganisation du Code de l'urbanisme il y a une dizaine d'années. Et l'article L111-15 était l'article L111-3. Cet article L111-3 devenu 15 a fait l'objet de 2 rédactions. Il y a eu une rédaction donc, qui résulte de la loi de 2000, la loi SRU, et il y a eu une réforme
par une loi du 12 mai 2009. Je vous le dis parce que si vous allez lire les arrêts qui appliquent cet article, bah, il faut être sûr que les arrêts que vous avez trouvés sont des arrêts d'application de l'article tel qu'il résulte de la loi de 2009, parce que la rédaction antérieure n'était pas la même. Il y a deux modifications entre le texte de 2009, l'article 111-15, et le texte de 2000. Première modification, je vous l'ai dit, la reconstruction n'est possible que dans un délai de 10 ans, à compter de la destruction ou de la démolition. Auparavant, il n'y avait pas de délai. Dans l'article 111-3, devenu 15, il n'était pas prévu que le droit de reconstruire était enfermé dans un délai. Alors, le juge, le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 janvier 2015, numéro 382 902, 382 902, publié au recueil de bons, a dû préciser à partir de quand s'appliquait cet article, cette règle nouvelle qui enferme dans un délai de 10 ans le droit de reconstruire et qui a été introduit par une loi de 2009, je vous le dis encore. C'est important. Vous voyez, dans cette affaire, par un arrêté de 2011, le maire de Saint-Raphaël, dans le Var, a refusé un permis de reconstruire un bâtiment détruit par un incendie en 87 et par un éboulement postérieur intervenu à une date inconnue, mais avant 96. Donc, le pétitionnaire attaque ce refus opposé en 2011 par le préfet et, saisi du recours, la Cour administrative rappelle la règle suivante. Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de dispositions spécifiques relatives à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit qui précédemment était ouvert sans condition de délai. C'est le cas ici. Il y a une prescription de 10 ans pour reconstruire, avant il n'y avait pas de délai. Ce délai est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité qui est interdite, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en l'occurrence 2009. Donc, le bâtiment a été détruit en 87. Le pétitionnaire, le propriétaire est enfermé dans un délai de 10 ans pour reconstruire, non pas à partir de 87, mais à partir de 2009, à partir du moment où la règle nouvelle apparaît. Naturellement, si c'est aujourd'hui un bâtiment de 2022 qui est détruit, bah c'est 10 ans à partir de 2022. Cette règle a été fondée donc, par cet arrêt de 2015, confirmé par un arrêt de 2016, du 16 mars 2016, numéro 386 878. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant 2009, le droit de reconstruire était perpétuel, n'était enfermé dans aucun délai. À la limite, d'ailleurs, la règle auparavant était plus sévère, parce que le constructeur devait reconstruire dans un délai raisonnable. Et la jurisprudence avait précisé le délai raisonnable. On peut citer notamment un arrêt du Conseil d'État du 9 mai 2012, numéro 341 259. Eh bien, le délai raisonnable, c'était le temps nécessaire à l'obtention par le propriétaire de l'indemnisation par les assureurs ou par les personnes responsables du sinistre. Et donc, en général, les assureurs ne remboursent pas dans un délai de 10 ans. Normalement, elles remboursent avant. Donc, vous voyez, le délai auparavant, l'absence de délai était une condition plus stricte pour le propriétaire. Deuxième différence entre le texte de 2000, c'est qu'elles sont 3 devenu 15, et le texte d'aujourd'hui, la reconstruction à l'identique est désormais possible, quelle que soit la cause de la destruction. Alors qu'auparavant, il fallait qu'elle résulte d'un sinistre, d'un incendie par exemple, d'une inondation, d'une avalanche. Maintenant, la démolition peut être le fait du pétitionnaire, par exemple. Alors après, simplement, le droit de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre ou par autre chose peut être écarté par le PLU. Vous voyez, par exemple, écarté ou limité. Je cite un arrêt du Conseil de la Cour administrative d'appel de Marseille, du 7 novembre 2016. 7 novembre 2016, numéro 16 MA 011 94. Dans cette affaire, le PLU de Saint-Raphaël dispose que dans la zone naturelle, la zone N, vous voyez, c'est une zone qui normalement est inconstructible, ne sont autorisés en cas de sinistre
que les reconstructions à l'identique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU en état d'habitation. Donc là, vous voyez, il y a une restriction. Ce n'est pas un droit de reconstruire absolu, c'est un droit de reconstruction des bâtiments qui existaient au moment où le PLU a été adopté. Le PLU ayant été approuvé le 13 juin 2005, il faut que la construction existait le 13 juin 2005. En l'espèce, il apparaît que le bâtiment, détruit par un incendie de forêt, un feu de forêt en 87, et aujourd'hui, donc, la personne demande la reconstruction, ce bâtiment a été entièrement démoli par le propriétaire. Donc, c'est lui qui, après l'incendie, l'a démoli complètement entre 91 et 96, alors qu'elle avait obtenu un permis pour une rénovation en 91. Donc, en toute hypothèse, le bâtiment n'existait plus quand le PLU a été approuvé en 2005. Or, le PLU de Saint-Raphaël limite le droit de reconstruire aux immeubles existants au moment où il est approuvé. Le propriétaire n'a pas le droit de reconstruire le bâtiment en cause. Il faut, par ailleurs, autre précision qui complète celle-ci, il faut que le PLU interdise expressément la reconstruction à l'identique. Conseil d'État, 8 novembre 2017, numéro 403 599. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Une société a déposé une demande de permis de démolir en vue de la réhabilitation et de l'agrandissement d'une maison. Donc, elle commence à démolir et ensuite elle veut reconstruire. Et un permis de construire, donc elle demande. Et le maire d'Évêquemont a délivré le permis de démolir, mais pas le permis de construire, parce que le PLU dispose que seules sont admises dans la zone en cause la reconstruction à l'identique dans le cas de sinistre. Donc cet article est plus restrictif que l'article d'aujourd'hui, que l'article L111-15, puisqu'auparavant, c'est vrai qu'en 2000, il n'était possible de reconstruire, il y avait un droit à reconstruire que en cas de sinistre, quand l'immeuble avait été détruit par un sinistre, mais il n'y a plus cette limite maintenant. Mais le PLU en cause, la d'Évêquemont, maintient cette limite au droit de reconstruire seulement en cas de sinistre. Donc le maire, puis ensuite la cour administrative d'appel, avait jugé on avait déduit que le PLU n'admettait que la reconstruction après sinistre. Sans doute qu'à l'époque, les auteurs du PLU avaient recopié l'article L111-3 devenu L111-15 tel qu'il existait. Eh bien, le Conseil d'État dans cette affaire juge que si le PLU souhaite interdire la reconstruction après démolition pour une raison autre qu'un sinistre, il doit le dire expressément. Vous voyez, là, c'est très strict de la part du Conseil d'État. Le PLU dit il y a droit de reconstruction uniquement quand l'immeuble a été démoli par un sinistre. On peut donc en déduire que la reconstruction pour un autre cas n'est pas possible, quand la démolition repose sur un autre cas, mais le Conseil d'État dit il faut le dire expressément. Alors, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, ce droit à reconstruire est très important parce que vous voyez, cette affaire le révèle, ou l'affaire précédente où l'immeuble démoli est dans une zone N. Nous verrons plus loin, quand on verra le PLU, qu'une zone N, zone naturelle, c'est une zone c'est une zone protégée, dans laquelle il est interdit de construire, sauf exception très limitée. Mais en tout cas, pas de construire des maisons d'habitation. Or, vous constaterez quand vous allez à la campagne que vous avez des maisons qui sont très loin des zones habitées, et ce sont sans doute, si la commune a un PLU, des maisons qui sont situées dans une zone naturelle. Et donc, s'il n'y avait pas ce droit à reconstruire prévu par le code, votre maison est démolie, vous êtes à 1 kilomètre des espaces habités, vous êtes dans une zone agricole ou naturelle, vous n'avez pas le droit de reconstruire. Si, parce que le code le prévoit dans cet article L111-15. Mais, avec une réserve, c'est que le PLU peut restreindre ce droit. Par exemple, le cours administratif d'appel de Versailles, 27 février 2024, numéro 22 VE 017 63, le règlement du PLU de Villiers-le-Bel, dans le 95, pouvait interdire la reconstruction dans une zone pour protéger les terres agricoles. Vous êtes propriétaire d'une maison et qui se trouve dans une zone agricole, c'est peut-être pas le cas d'ailleurs ici, terre agricole, ça ne veut pas dire forcément zone agricole, mais vous êtes propriétaire d'une maison dans une zone agricole, elle est démolie, le PLU peut interdire la reconstruction à l'identique de bâtiments
dans une zone agricole. Et là, vous êtes propriétaire d'une maison, vous ne pouvez pas reconstruire. Cela étant, si elle est détruite par un sinistre, ça n'empêche pas que vous toucherez l'assurance quand même, hein. Euh, alors ensuite, le maire peut s'opposer à la reconstruction, qui est un droit garanti à l'article L111-15, pour des raisons de sécurité. Exemple, Conseil d'État, 17 décembre 2008, numéro 305 409. Le maire de Valloire a délivré un permis de construire une maison détruite par un sinistre. Il a eu tort. Il y a eu un recours du voisin, je ne sais qui. Le permis est annulé parce que le terrain est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels. Et ce plan interdit les constructions nouvelles dans la zone d'avalanche. Le terrain d'assiette est situé dans cette zone. Le maire devait refuser le permis de construire. Vous voyez, c'est pas parce que il y avait une construction existante qui a été démolie, que ce qu'on veut reconstruire n'est pas une construction nouvelle. C'est une construction nouvelle qui peut être interdite parce qu'il y a un risque de sécurité. Alors, c'est fréquent que le Conseil d'État admette, ou la Cour administrative d'appel, que le maire peut refuser le permis parce que le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. J'essaie de vous en trouver un autre. Alors, autre précision, il doit s'agir d'une reconstruction à l'identique. Il y a un droit de reconstruire, mais pas autre chose que ce qui existait. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2015, numéro 15 BX 00396. Le maire de Saint-Palais-sur-Mer a refusé un permis de construire et il a eu raison. Les travaux projetés qui visent à reconstruire quelque chose qui a été démoli prévoient à la place d'une maison basse qui préexistait de 32 mètres carrés de surface d'habitation d'un seul niveau, le pétitionnaire veut construire 69 mètres habitables avec un étage. Ce n'est pas une reconstruction à l'identique. Il n'y a pas de droit à reconstruire. Autre précision, le pétitionnaire devra prouver que la construction détruite avait été régulièrement édifiée. Le droit à reconstruire n'existe que si la construction démolie était régulière. Et donc, pour apporter cette démonstration, le pétitionnaire va devoir démontrer qu'il avait bien un permis de construire, que sa construction, pardon, a été réalisée sur le fondement d'un permis de construire. Ou alors, et c'est là que je l'avais dit, je crois, dans l'introduction, que l'on retrouve dans les arrêts récents la référence à la loi du 15 juin 1943 qui crée le permis de construire. Le pétitionnaire peut soutenir que la maison démolie a été construite avant 1943. Il va démontrer ça par tout moyen. Et si la construction est antérieure à 1943, c'est-à-dire date, année pendant laquelle la loi a été votée et a créé le permis de construire, si la construction est antérieure, on ne peut pas lui demander d'établir que son projet a été construit sur le fondement d'un permis de construire, puisque le permis de construire n'existait pas. Si la construction est postérieure à 1943, eh bien, il faudra démontrer qu'elle a été construite sur le fondement d'un permis de construire. De la même façon, le propriétaire n'a pas un droit à reconstruire les parties d'une maison qui ont été irrégulièrement édifiées. Vous voyez, par exemple, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 mars 2023, numéro 21 MA 01 228. Dans cette affaire, donc, il s'agit d'une maison à Nice. Le maire a refusé à un propriétaire le droit de reconstruire une maison démolie. La Cour administrative d'appel donne raison au maire parce que, certes, la maison a été édifiée régulièrement sur le fondement d'un permis en 1979, mais le propriétaire veut reconstruire une cave et une piscine qui ont été construites par la suite, après 1979, mais sans permis. Ça, c'est pas, il n'y a pas de droit à reconstruire. Alors, cet article L111-15 que l'on vient d'étudier doit être distingué, cet article doit être distingué d'un autre article, qui est l'article L111-23, et je le cite, cet article L111-23 dispose que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
peut être autorisé, sauf disposition contraire des documents d'urbanisme, et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Donc, vous voyez, c'est un article qui permet aussi de reconstruire, mais les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut que la construction, tout d'abord, il faut qu'il reste l'essentiel des murs porteurs, alors que quand la construction est démolie, ben, il ne reste pas les murs porteurs, pas forcément. S'il ne reste pas les murs porteurs, c'est une ruine. Il n'y a pas de droit à reconstruire. Il faut que le bâtiment, c'est la seconde condition, présente un intérêt architectural ou patrimonial. Donc, il n'y a pas un droit absolu à reconstruire. Il faut démontrer que le bâtiment qu'on souhaite reconstruire présentait un intérêt architectural ou patrimonial. Et autre nuance par rapport à l'article L111-15 que je viens de voir, c'est qu'il faut que, si on reconstruit, que les principales caractéristiques du bâtiment subsistent. Alors que pour l'article L111-15, il faut que ce soit une reconstruction à l'identique. Donc ici, pour l'article L111-23, il peut y avoir des aménagements par rapport à la construction initiale. Alors, le juge administratif a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'appliquer cet article L111-23, pardon. Et notamment, fréquemment, il est saisi de quelqu'un veut reconstruire une maison et celui qui attaque soutient qu'il n'y a pas, il reste rien. Et donc, le juge a régulièrement rappelé que cet article, L111-23, permet de restaurer un bâtiment, pas une ruine. Vous voyez, par exemple, le maire d'Espelette, dans les Pyrénées-Atlantiques, délivre un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation. Le préfet attaque le permis. La cour administrative donne raison au préfet. Le maire a fondé le permis sur l'article L111-23, mais la cour administrative de Bordeaux juge que cet article n'était pas applicable parce qu'il n'y avait pas de bâtiment en place, c'était une ruine. Il ne restait pas les murs porteurs, pas la toiture. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juin 2020, numéro 18 BX 03 135. Et autre élément, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 septembre 2019, numéro 17 MA 05 088. Eh bien, le juge vérifiera que le bâtiment que l'on souhaite reconstruire présente un intérêt architectural. Et par exemple, le maire de Rochefort-du-Gard est saisi d'une demande de permis de construire pour restaurer à l'identique, sur le fondement de l'article L111-23, un mas. Eh bien, la Cour administrative d'appel constate que le mas ne conserve pas l'essentiel de ses murs porteurs, permettant de remplir la fonction d'appui. Le mas ne comporte ni charpente, ni toiture, ni plancher, ni entrée identifiable. Donc la première condition n'est pas remplie, c'est une ruine. Ce n'est pas un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, c'est une ruine. Et seconde condition, mais ça pouvait déjà s'arrêter là, les deux conditions sont cumulatives. Donc dès lors que le respect de l'une fait défaut, le permis doit être refusé. Mais il n'est pas démontré que ce mas qui date du XVIIIe siècle présente un intérêt architectural ou patrimonial particulier. Seconde raison de refuser le permis de construire. Paragraphe 3, je vais être très rapide. J'en ai fini donc avec la reconstruction à l'identique. Exposition au bruit. L'article R111-3 du Code de l'urbanisme pose une règle à laquelle les communes dotées d'un PLU peuvent déroger. Le maire doit refuser le permis ou la sortir de prescription s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé, le projet, à des nuisances graves dues notamment au bruit. Alors quand je dis déroger, ça ne veut pas dire que que le règlement du PLU peut se dispenser de se préoccuper du bruit. Non, ça veut dire que le règlement du PLU peut comporter des dispositions plus strictes que celles minimales
de l'article R111-3. Paragraphe 4. Terrain non desservi par les voies publiques. L'article R111-5 du Code de l'urbanisme dispose que le maire doit refuser le permis si le terrain n'est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment, c'est ça qui est important, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Donc ça, c'est l'élément déterminant. Vous voyez, le terrain doit être desservi par les voies publiques ou privées. Ça peut même être une servitude de droit privé qui a été obtenue, mais le juge vérifiera qu'il est possible aux pompiers d'accéder si un jour le bâtiment est victime d'un incendie. Alors là encore, c'est une disposition à laquelle le PLU peut déroger, mais pas pour dire un terrain peut ne pas être desservi par la voie publique, vous voyez, accessible ou privée. Non, le règlement du PLU peut aggraver, euh, préciser les dispositions de cet article R111-5. Par exemple, préciser que la voie doit faire 5 mètres de large, qu'elle doit permettre de faire demi-tour. Paragraphe 5, eau et assainissement. Donc, paragraphe 5, eau et assainissement. Alors, l'article R111-8 dispose que l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes au règlement en vigueur. C'est l'article R111-8. Les articles suivants précisent le régime de la desserte en eau et l'assainissement. On rappelle que le service de l'eau, c'est l'eau qui entre dans la maison. L'assainissement, c'est l'eau qui en sort, l'eau usée. Alors, par exemple, je vous dis les articles suivants. Par exemple, l'article R111-10 dispose qu'en l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application du Code général des collectivités territoriales. Alors, il faut savoir, je ne vais pas en dire plus ici, que la commune doit délimiter les parties de son territoire qui sont desservies par le réseau d'assainissement collectif, s'il existe, et les réseaux qui ne le sont pas. Si le terrain est dans la partie desservie par le réseau d'assainissement collectif, eh bien, quand quelqu'un construit, il doit se raccorder au réseau d'assainissement, et la commune peut lui imposer la participation pour non-réalisation d'un système d'assainissement. En effet, euh, dès lors qu'un réseau d'assainissement existe, le propriétaire qui a sollicité un permis de construire doit se raccorder et ça le dispense, ça lui fait une économie, il n'a pas besoin de construire une installation d'assainissement individuel. Donc, du fait de cette économie réalisée par l'existence d'un réseau collectif, la commune peut lui demander une participation qui correspond au prix que lui aurait coûté une installation d'assainissement individuel. Et puis, dans les parties du territoire de la commune qui ne sont pas couvertes par le réseau d'assainissement, on ne peut pas demander au propriétaire de se raccorder puisqu'il n'y a pas de réseau. Eh bien, le propriétaire, celui qui construit, aura l'obligation de doter sa maison d'une installation d'assainissement individuel, qui est souvent assez coûteuse. Même chose pour le réseau d'eau, la commune ou l'intercommunalité, ses compétences sont désormais transférées aux intercommunalités. La commune ou l'intercommunalité donc doit délimiter les parties du territoire qui sont couvertes, desservies par le réseau d'eau potable. Alors, ces articles ont fait l'objet de précisions. Vous voyez, par exemple, la Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 14 septembre 2023, numéro 22 MA 00659, eh bien, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé qu'il n'est pas nécessaire aux pétitionnaires de prouver l'existence de réseaux si le projet consiste à agrandir une maison sans créer de nouveaux logements. Donc, il n'y a pas de besoin supplémentaire en matière de réseau, donc il ne doit pas démontrer
Il n'a pas besoin de démontrer que son projet est bien desservi par les réseaux. Sixième point, paragraphe 6, le projet exige des investissements qui dépassent les moyens de la commune. Voilà ce que dit l'article R111-13. Le maire doit refuser le permis si par sa situation ou son importance, le projet impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. Alors, une commune qui est dotée d'un PLU peut déroger à cet article parce qu'elle va préciser un zonage, elle va déterminer les zones dans lesquelles il est possible de construire. Et donc, on peut supposer que si elle décide qu'une zone est constructible, qu'elle a déterminé les investissements, réalisé les investissements qui permettent d'accueillir les constructions. Dans une commune qui n'est pas couverte par un PLU, ben, ces précisions n'existent pas. Donc le maire peut dire, ah non, je vous refuse le permis parce que ça va me coûter, votre projet va me coûter trop cher en équipement collectif. Il y a de la jurisprudence régulière, le juge vérifie le coût que ça engendre par rapport au budget de la commune, par exemple. Septièmement, le projet favorise une urbanisation dispersée. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'article R111-14. C'est un article qui a été introduit en 1978, à une époque où il n'y avait pas de limite au droit de construire, même en dehors des espaces urbanisés. Mais on voyait bien que construire en dehors des espaces urbanisés, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça que cet article, donc, qui est issu d'un texte de 78, dispose que, en dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination, premièrement, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnement, en particulier lorsqu'ils sont peu équipés, ou demander un permis de construire pour construire dans une zone protégée, ce n'est pas bon, le maire peut le refuser. Et deuxièmement, si le projet est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols. Vous construisez sur un sol riche pour l'agriculture, des structures agricoles, etc., etc. Huitièmement, distance par rapport à la voie. Alors là, cette fois, donc c'est une règle donc, qui est applicable dans les communes de France, mais à laquelle les communes qui se dotent d'un PNU peuvent déroger. Il faut distinguer selon que l'immeuble est construit en bordure de la voie ou en retrait. L'urbanisme pose des règles différentes selon que le projet est en bordure de la voie ou en retrait. Alors, grand A, l'immeuble doit être construit en bordure de la voie. Le pétitionnaire demande un permis pour construire en bordure de la voie. Voilà ce que dit l'article R111-16. Voilà ce que dit donc l'article R111-16. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? En clair, cette règle signifie que si la voie fait 4 mètres de long, 4 mètres de large entre les deux propriétés, de l'autre côté, de chaque côté de la voie fait 4 mètres de large, eh bien, l'immeuble ne peut pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. C'est ça que veut dire cette règle. La règle de hauteur du projet, édifiée en bordure de la voie, s'apprécie en tout point jusqu'au faîtage et non à l'égout du toit. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2022, numéro 21 MA 02 799, qui a rappelé cette règle. Donc, comment je prends en compte la hauteur de la construction? Je dois prendre la hauteur au sommet du toit et pas à la hauteur de l'égout, des gouttières. Il y a une dérogation, il est possible de déroger à cet article. Outre la dérogation, le PLU peut fixer des règles différentes. Mais même dans les communes non dotées d'un PLU, eh bien, le maire peut accorder une dérogation. Et cette dérogation, d'ailleurs, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ça veut dire que le Conseil d'État ne vérifiera pas
s'il est saisi en cassation, que la dérogation a été correctement utilisée. Il fait confiance au cours administratif d'appel. C'est ça que ça veut dire, l'appréciation souveraine de la cour administrative d'appel. C'est un arrêt du Conseil d'État du 16 novembre 2016, numéro 386 298, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, le préfet avait accordé une dérogation pour la surélévation d'un immeuble et la fermeture d'une véranda. Les travaux portaient sur la création d'une surface hors œuvre nette de 49 mètres carrés, qui était de nature à améliorer l'habitabilité de l'immeuble et à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans le village. C'est la justification qu'avait donnée le maire, dit j'autorise qu'on construise plus haut sans respecter la règle prévue à l'article 411-16, parce que ça va permettre de maintenir une famille dans le village. C'est l'article 411-19 qui permet au préfet ou au maire d'accorder des dérogations. Dans cette affaire, donc, la Cour dit moi, ça relève de l'appréciation souveraine, je ne vérifie pas que la dérogation était fondée. Mais on peut donner un autre exemple, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2023. Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2023, numéro 22 MA 01 757. Et là, c'est devant la Cour administrative d'appel, donc on voit si le motif justifiant une dérogation à cette règle de hauteur était justifié. Et donc ici, c'est le maire de l'Île-Rousse, en Haute-Corse, qui a délivré un permis de construire un immeuble sur 4 niveaux et qui déroge à la règle de hauteur par rapport à la voie publique, hauteur calculée sur la largeur de la voie. Et pour justifier la dérogation, le maire s'est fondé sur le fait que le projet comprend un hôtel de 18 chambres, une résidence-service senior de 9 appartements, répondant aux besoins de la région. Eh bien, la Cour administrative d'appel estime que la dérogation n'est pas fondée. En tout cas, le maire ne l'a pas démontré. Le maire a avancé un motif d'intérêt général qui, selon lui, justifie de déroger, mais il aurait dû s'assurer, il aurait dû démontrer que ce motif d'intérêt général est supérieur au motif d'intérêt général qui justifie que la règle ait été posée. Il faut faire la balance entre l'intérêt général qui exige qu'une construction n'ait pas une hauteur supérieure à la distance de la voie, à la largeur de la voie, et l'intérêt général qui justifie la dérogation. Si cette balance n'est pas faite, eh bien le maire n'a pas correctement appliqué l'article. Grand B, l'immeuble est construit en retrait de la voie publique. Alors là, cette fois, c'est l'article R111-17. Et voilà ce que dit cet article. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, donc ça, c'est l'hypothèse d'avant, hein, le bâtiment est le bord de la voie, ce n'est pas le cas ici. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire, qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. En clair, si le bâtiment fait 8 mètres de hauteur, il doit être au moins à 4 mètres de la voie. Là encore, il est possible de déroger à certaines conditions. C'est l'article R111-19 qui l'indique. Neuvièmement, neuvième règle à laquelle il est possible de déroger dans le PLU ou adapter, la densité de construction. Voilà ce que dit l'article R111-21. La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. Je n'en dis pas plus. 10e paragraphe, réalisation d'aires de stationnement. Réalisation d'aires de stationnement. Alors, il est fréquent dans les PLU que la commune ou le conseil de l'intercommunalité désormais exige que celui qui demande un permis de construire et qui l'obtient construise des places de stationnement. Où est une concession, un emplacement, des emplacements si c'est un immeuble collectif, dans un parking à proximité. Le juge vérifiant cette proximité. Cette règle, cette exigence est posée parce que la commune veut éviter que la voie publique ne devienne un parking, avec les difficultés que ça pose. Construire un immeuble en centre-ville de
de 19 appartements, bah, il faut prévoir 19 et même sans doute 38 places de parking, puisqu'on peut supposer qu'on aura un couple avec deux voitures. C'est tout à fait envisageable. Si on ne prévoit pas ces places de stationnement, bah, les 38 voitures ou les 30 voitures devront se garer sur le trottoir, sur la voie publique, avec les difficultés de stationnement que ça pose déjà. Donc, c'est pour ça que le règlement du PLU, souvent, exige la réalisation d'une place ou deux places par appartement. Mais il faut savoir que cette possibilité de demander, d'exiger que celui qui construise prévoit une place de stationnement, eh bien, le maire d'une commune non dotée d'un document d'urbanisme peut le prévoir, alors qu'il n'y a pas de disposition d'un PLU qui exige des places de stationnement. C'est l'article R111-25 qui est dans le Règlement national d'urbanisme. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Euh, Alors, je verrai plus loin le contrôle qu'exerce le juge sur ces places de stationnement, sur le nombre de places de stationnement exigées, sur également sur la surface de la place. Vous voyez, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 10 décembre 2020, numéro 20 PA 00934. Là, c'est donc dans une commune qui a un PLU et le PLU a exigé que chaque projet soit doté d'une place de parking de 4 mètres de largeur sur 7 mètres de longueur. Ça fait 28 mètres carrés. Eh bien, la Cour administrative estime que cette surface est disproportionnée. Pour stationner une voiture, il n'est pas nécessaire d'avoir 28 mètres carrés. Mais pour en revenir aux communes non dotées d'un PLU, je peux vous donner l'exemple d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2023, numéro 21 DA 02204. Donc, dans cette affaire, la commune n'est pas dotée d'un PLU et le projet consiste en l'aménagement d'une maison pouvant accueillir des locataires. Donc, la maison va être transformée en habitat collectif. Il y aura 5 chambres aménagées avec potentiellement 5 locataires. Le maire a exigé des places de stationnement. Alors, le pétitionnaire dit, mais les places de stationnement ne sont pas nécessaires parce qu'on va loger des étudiants et en général, les étudiants n'ont pas de voiture, donc pas de besoin de stationnement. Eh bien, la Cour administrative rejette cet argument, car une étude de l'Observatoire de la vie étudiante démontre que près de 2 tiers des étudiants disposent d'une voiture individuelle. L'argument n'est pas recevable. Le maire de la commune en cause, Madeleine, de la Madeleine, c'est dans le Nord, vient nous servir à boire, le maire pouvait exiger la réalisation de places de stationnement alors que la commune n'est pas dotée d'un PLU. Alors, paragraphe 11, maintenant, je vois le respect des préoccupations d'environnement. Respect des préoccupations d'environnement. Voilà ce que dit l'article. L'article R111-26, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature, le projet, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Alors, très important, vous constaterez que cet article que je viens de vous dicter indique que le maire peut n'accepter le permis que sous réserve de prescriptions spéciales, mais il n'est pas dit, comme dans les articles que j'ai cités auparavant, que le maire peut refuser le permis. Non, il ne peut que l'assortir de prescriptions spéciales. Et alors j'ai dit, le maire peut refuser le permis si le projet n'est pas desservi par les réseaux. Le maire peut refuser le permis de construire si le projet n'est pas desservi par une voie publique. Il n'est pas dit, peut n'accepter le permis que sous réserve de prescriptions spéciales. Ici, il n'y a pas de refus possible. C'est acceptation en assortissant le permis de prescriptions spéciales. Alors,
c'est pas le lieu ici, même si ça revient souvent et de plus en plus souvent parce que ces préoccupations sont intégrées dans le code de l'urbanisme, ce n'est pas le lieu ici de parler des normes environnementales. Mais les règles d'urbanisme, bien sûr, rejaillissent euh, sur, euh, sur l'environnement. J'ai vu dans une vidéo précédente, bah, l'objectif zéro artificialisation nette. C'est la volonté de protéger l'environnement que de dire on limite les possibilités d'artificialiser des terrains. Et il y a des règles dans le passé qui ont été considérées aujourd'hui comme étant néfastes pour l'environnement, qui ont disparu. Je vous donne un exemple. Jusqu'à la loi SRU de 2000, le POS pouvait exiger qu'un terrain ait une superficie minimale, par exemple 2000 mètres carrés, pour pouvoir être constructible. C'est une règle, vous voyez, qui permettait de choisir son urbanisation, des maisons, des pavillons avec des jardins autour, où on peut faire un barbecue, et également de choisir sa population. Parce que si vous exigez, pour construire une maison de 100 mètres carrés de plein pied, un terrain de 2000 mètres carrés, sachant que le foncier est cher, bah, vous choisissez une population qui a les moyens d'acheter un terrain de 2000 mètres carrés. Cette règle, vous voyez, cette possibilité qui existait jusqu'à la loi SRU de 2000 était très critiquée par les défenseurs de l'environnement parce que ça avait pour effet d'étaler les constructions, d'artificialiser. Et c'est pour ça que la loi SRU a indiqué qu'il ne sera plus possible d'exiger une surface minimale pour pouvoir construire que pour deux raisons. Soit des contraintes d'assainissement. Bah oui, la commune, par exemple, n'a pas de système d'assainissement. Ça veut dire, je l'ai dit il y a 5 minutes, que le constructeur devra se doter d'une installation d'assainissement individuelle. Bah, pour l'installer, cette zone d'assainissement, bah, il faut avoir du terrain. Donc la commune pouvait prévoir, parce qu'elle n'avait pas de service de système d'assainissement collectif, prévoir, exiger une surface minimale pour installer le plan d'épandage, enfin l'installation d'assainissement individuel. Et puis il y avait une seconde possibilité, seconde exception, un second fondement à l'exigence d'une superficie minimale, quand la commune voulait maintenir des caractéristiques de construction. La commune est composée de maisons individuelles avec des jardins autour, ce serait dénaturé qu'à l'avenir de ne plus permettre la construction de maisons avec des terrains autour. Voilà les deux exceptions qui figuraient dans la loi SRU, mais pour le reste, si ces exceptions n'étaient pas remplies, interdiction d'exiger une surface minimale pour construire. C'est déjà une limitation par rapport au droit antérieur. Et puis la loi ALUR, accès au logement et à un urbanisme rénové, c'est une loi de 2014, a supprimé même ces deux exceptions. Il n'est plus possible d'exiger une superficie minimale pour qu'un terrain soit constructible. Le règlement du PLU ne peut pas le prévoir. Autre règle qui a été abandonnée, là encore par la loi ALUR. Il n'est pas indifférent, sans doute, que cette loi a été défendue par le ministre du Logement de l'époque, Madame Duflot, qui est écologiste, donc qui est opposée à ces règles qui tendent à artificialiser inconsidérément. Eh bien, la loi ALUR de 2014 a supprimé le coefficient d'occupation des sols, le COS. Le COS, c'est un rapport qui permettait de mesurer donc la densité de l'occupation du sol en urbanisme. Le COS est obtenu en divisant la superficie de plancher d'une construction par la superficie de son terrain récepteur. Superficie 100 mètres, 100 mètres carrés par exemple, de plancher, et superficie du terrain, 1000 mètres, 2000 mètres. Par exemple, si le COS était de 0,6 pour un terrain de 1000 mètres carrés, il était possible de construire une surface de plancher de 600 mètres carrés. Donc, vous voyez, ça, instituer un COS, ça limitait les constructions et ça permettait donc de maintenir des espaces verts autour des constructions. La loi ALUR a supprimé le COS, donc sur un terrain de 1000 m², il est possible de construire 1000 m², voire 2000 m² s'il y a un étage. Euh, alors, ces précisions étant faites, si j'en reviens à l'article R111-26, le maire peut assortir de prescriptions un permis pour éviter les dommages à l'environnement.
Alors que cet article donne lieu régulièrement à de la jurisprudence. Et par exemple, il était précisé que le maire ne peut pas assortir le permis de prescription qui relève de la police des installations classées. C'est un arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2017, numéro 398 537, mentionné dans les tables du recueil-le-bon. Vous voyez, le maire de Bazouges-la-Pérouse, c'était en Ille-et-Vilaine, a accordé un permis de construire un bâtiment d'élevage de porc et le maire avait précisé, donc, avait apporté des prescriptions au permis pour réduire les nuisances que va occasionner l'élevage de porcs. Eh bien, le Conseil d'État censure ces prescriptions parce que un élevage de porcs d'une certaine ampleur va être soumis à la police des installations classées, comme tout établissement agricole, industriel, artisanal d'une certaine ampleur. Le préfet doit autoriser le projet. C'est la police spéciale des installations classées. Et par conséquent, ces prescriptions pour éviter les nuisances ne sont pas prises, ne doivent pas être prises par le maire quand il délivre le permis de construire, mais par le préfet quand il autorise l'installation classée. Donc ici, le maire ne pouvait pas assortir le permis de prescription qui relève de la police des installations classées. Le préfet s'en chargera. L'article R111-26 permet au maire, par exemple, de protéger la faune et la flore. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 14 février 2023, numéro 21 NT 03 557. Le maire de Santony, dans le Val-de-Marne, s'est opposé à une déclaration préalable qui tendait à diviser une parcelle. Il s'est fondé notamment sur l'article R111-26. Le maire a fondé son refus sur le fait que sur la parcelle, il figure un cèdre, un arbre, un cèdre, qui est un élément essentiel du paysage. La Cour administrative, je crois, je ne sais pas si je donne la référence, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2023, numéro 22 PA 04 196. La Cour administrative d'appel de Paris censure l'opposition à la déclaration préalable du maire, opposée par le maire, parce qu'au stade de la division de parcelles, il n'y a pas d'atteinte à l'environnement. Et le propriétaire demande une autorisation de diviser sa parcelle parce qu'il veut la construire. Vous avez un terrain de 3000 m², vous avez une maison dessus, vous dites je vends 2000 m² en deux lots qui vont permettre de construire deux maisons que je vends au prix du terrain à bâtir. Donc à ce stade, le maire ne peut pas s'opposer. Cela étant, quand il délivrera le permis de construire permettant de construire sur un des lots qui a été divisé, il pourra assortir le permis de construire d'une prescription tendant à protéger ce cèdre qui mérite protection. Il ne refusera pas le permis, mais il dira construisez de telle façon que vous ne soyez pas obligé d'abattre le cèdre. Pardon. Le cèdre, c'est la chasse. Alors, autre exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 février 2023, numéro 21 NT 03 557. 14 février 2023. Le maire de Rennes a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements et un voisin attaque le permis, soutenant que le maire aurait dû le refuser. Alors ça, il n'a pas le droit, mais l'accorder sous réserve de prescription en se fondant sur l'article R111-26, car l'immeuble, en raison de sa hauteur, va générer des pertes d'ensoleillement pour les constructions voisines, qui vont devoir chauffer plus donc, parce qu'il y aura moins de soleil. Ça porte atteinte à l'environnement. Mais selon la Cour, il ne s'agit pas de conséquences dommageables pour l'environnement au sens de l'article R111-26. Exemple cette fois positif, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2022, numéro 21 BX 01183. Le maire de Royan a délivré un permis d'aménager. C'est pour créer un lotissement de 16 lots. Il a eu tort parce que sur ce terrain figure l'origan, qui est la plante haute de l'azuré du serpolet, qui occupe une grande partie du terrain, du projet de lotissement. C'est une espèce protégée quasi menacée au plan régional et qui fait l'objet de plans national et régional d'action. D'un plan national et d'un plan. Donc, il aurait fallu assortir le permis de prescription pour permettre la protection de cette espèce protégée.
Paragraphe 12, protection d'un espace patrimonial ou naturel. Protection d'un espace patrimonial ou naturel, et ce sera le dernier point, je verrai, dans ce règlement national d'urbanisme, auquel il est possible de déroger pour le règlement du PLU. Voilà ce que dit l'article R111-27 du Code de l'urbanisme. Anciennement, c'était l'article R111-21, je le cite. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Donc, le règlement du PLU pourra préciser ces protections. Alors, cet article il donne lieu à des jurisprudences assez régulières, mais appelle quelques précisions. Une petite précision historique, tout d'abord, vous constatez que dans cet article, il est question donc de la protection des perspectives monumentales. Cette expression figure dans le droit de l'urbanisme depuis 1911. Vous avez dû voir en droit administratif en deuxième année un arrêt Gomel, l'arrêt du Conseil d'État de 1914 Gomel, qui est dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative. C'est l'arrêt dans lequel, pour la première fois, le juge administratif accepte d'exercer un contrôle de la qualification juridique des faits. Auparavant, il refusait de qualifier les faits parce qu'il avait peur d'être accusé de se comporter en administrateur, de substituer son appréciation à celle de l'administration. De quoi s'agit-il? Eh bien, la loi dit le maire, ou à l'époque le préfet, peut refuser le projet s'il porte atteinte à une perspective monumentale, c'est-à-dire à un monument qui mérite d'être protégé. Ça demande déjà à être précisé ce que ça veut dire perspective monumentale. La perspective monumentale, c'est une notion juridique, puisqu'elle est dans la loi. Le maire, dans l'affaire Gomel, le préfet, refuse un permis de construire à M. Gomel qui veut construire Place Beauvau à Paris. Le préfet dit non, votre projet porte atteinte à la place Beauvau, qui est une perspective monumentale. Le Conseil d'État est saisi d'un recours contre le refus, et pour trancher le litige, il doit se demander si la place Beauvau, ça c'est un fait, hein, est une perspective monumentale. Donc faire entrer le fait, la place Beauvau, dans la notion juridique, qui est la notion de perspective monumentale. Ça, c'est une opération de qualification à laquelle le préfet a dû se livrer d'abord. Le préfet est saisi d'une demande de permis. Il dit, est-ce que je dois l'accepter ou le refuser? Il y a la loi de 1911 qui m'interdit d'accorder un permis si ça porte atteinte à une perspective monumentale. Donc le préfet dit, est-ce que la place Beauvau est une perspective monumentale? Ils se rendent sur les lieux, ils regardent, etc. Il fait une opération de qualification. Et bien jusqu'en 2014, le juge refusait de contrôler cette qualification parce que c'est subjectif. C'est substituer son appréciation à celle de l'administration. C'est subjectif de dire telle place est un monument ou pas. Et si le préfet et puis ensuite le juge répondent positivement à la question, c'est-à-dire oui, la place Beauvau est une perspective monumentale, ensuite il y a une seconde question de qualification, c'est est-ce que le projet de M. Gomel porte atteinte à la place Beauvau? Euh, donc ça c'est une première remarque. Vous voyez, l'expression perspective monumentale qu'on retrouve dans l'article R111-27 existe dans le droit de l'urbanisme depuis 1911. Et donc, en vertu de cet article R111-27, le maire peut refuser un permis pour protéger un paysage naturel ou un quartier qui présente un caractère. Et donc, le, le Conseil d'État a rappelé régulièrement la démarche qu'il doit adopter dans ce cas de figure. Par exemple, je fais l'arrêt de principe, bon, on ne voit pas ici, mais quand le Conseil d'État est amené à examiner si l'autorité administrative, le maire, a correctement appliqué l'article R111-27. Le maire refuse un permis de construire en estimant que le projet porte atteinte au caractère d'un quartier. Et vous allez construire un immeuble de 3 étages alors que dans le quartier, il n'y a que des pavillons. Eh bien,
Le juge doit se demander, et le maire avant lui, est-ce que le quartier présente un intérêt architectural? S'il n'en présente pas, ben, on ne peut pas refuser le permis. Et seconde question, si la réponse est positive à la première question, est-ce que le projet porte atteinte au quartier? Exemple, vous voyez, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 septembre 2020, numéro 20 MA 01201. Le maire de Porto Vecchio, Corse du Sud, refuse de délivrer un permis de construire un immeuble de 18 logements en se fondant sur l'article R111-27. Il estime que ce projet d'immeuble collectif porte atteinte au quartier dans lequel il va s'implanter. Eh bien, le maire a eu tort, selon la Cour administrative de Marseille, parce que le quartier ne mérite pas une protection particulière. Certes, les constructions mitoyennes du terrain du projet sont des maisons individuelles, avec autour des espaces verts, mais un peu plus loin, il y a déjà des immeubles collectifs d'habitation. Et c'est assez fréquent, hein, quand on analyse la jurisprudence, le juge admet rarement qu'un quartier présente un caractère qui mérite d'être protégé. Autre précision qui a été apportée par le Conseil d'État dans un arrêt du 12 mai 2022, Conseil d'État 12 mai 2022, numéro 453 959, l'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Eh bien, dans cet arrêt, c'était le maire du Raincy, Seine-Saint-Denis, qui a refusé de délivrer un permis de construire valant le permis de démolir. Donc, il fallait démolir une maison pour construire à la place un immeuble collectif de 50 logements. Ça se pratique souvent. Voyez, vous avez un terrain, vous avez une maison dessus. Ben, si un promoteur achète la maison à un prix élevé, il démolit la maison pour construire un 50 logements qui va vendre beaucoup plus cher, bien sûr. Et donc ici, le maire avait refusé en estimant que la construction démolie présentait un intérêt qu'il fallait protéger au titre de l'article R111-27. Le Conseil d'État estime que le maire a commis une erreur de droit. Cet article permet au maire de refuser le permis si le projet va porter atteinte à l'environnement, au quartier environnant, pas si le projet porte atteinte à la construction qui va être démolie. Si cette construction qui va être démolie présente un intérêt qui méritait d'être protégé, il y a un autre article dans le code, je n'ai pas la référence ici, qui permet au règlement du PLU d'identifier les constructions qu'il faut protéger. Et si un immeuble fait l'objet de cette identification, dès que le propriétaire voudra changer une fenêtre, il devra, et a fortiori démolir, il devra demander l'autorisation au maire, parce qu'on estime que l'immeuble doit être protégé. Mais ce n'était pas le cas ici. Autre précision qui a été apportée récemment, c'est que quand le maire refuse un permis en se fondant sur l'article R111-27, il peut invoquer des motifs qui relèvent de la protection du patrimoine. Tout à l'heure, j'ai vu que l'installation classée, ce n'était pas possible. Alors, de quoi s'agit-il ici? C'est un arrêt du Conseil d'État du 22 septembre 2022, donc Conseil d'État 22 septembre 2022, numéro 455 658. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, le préfet de Côte-d'Or refuse de délivrer une autorisation d'exploiter un parc éolien, c'est une autorisation de construire, et la société donc conteste ce refus. Et donc le préfet a fondé son refus sur l'article R111-27 qui doit le conduire à refuser un permis de construire si le projet porte atteinte à un paysage protégé, qui mérite protection. Et pour estimer qu'il y avait un paysage qui méritait protection, eh bien, le préfet a estimé qu'il fallait protéger donc deux châteaux. Oui, je crois que c'est deux châteaux dans cette affaire, et de monuments historiques. Et le préfet, pour refuser l'autorisation de construire, a utilisé la notion de covisibilité qui est une notion du droit du patrimoine. Quand un immeuble a été classé immeuble protégé, ses abords, 500 mètres autour, sont protégés. Et pour l'application de cet article,
qui est un article du Code du patrimoine, un article L621-30 du Code du patrimoine, le juge administratif applique la notion de covisibilité. Le permis doit être refusé si le projet que l'on souhaite mener à bien est covisible et visible en même temps que le monument protégé. Eh bien, le préfet de Côte-d'Or, dans cette affaire, a appliqué la même notion de covisibilité. Je refuse l'autorisation de construire le parc éolien parce qu'on peut voir en même temps, à certains endroits, on peut voir en même temps le parc et les deux monuments historiques protégés. Et donc, le titulaire, le pétitionnaire, celui qui demandait l'autorisation de construire le parc éolien, soutient que le maire ne pouvait pas utiliser cette notion de covisibilité du droit du patrimoine dans le droit de l'éolien. Eh bien, le Conseil d'État, dans cet arrêt du 22 septembre 2022, écarte cet argument. La notion de covisibilité peut être utilisée. Alors, dernier point sur ce chapitre, c'est que je viens de voir les différents articles du Règlement national d'urbanisme et qui disent tous, presque, que le maire peut refuser le permis. Le maire peut refuser le permis si le projet n'est pas desservi par les réseaux, s'il n'est pas desservi par une voie publique, si le projet présente une insécurité. Le verbe pouvoir implique-t-il que le maire fait un peu ce qu'il veut? Je peux refuser, mais je peux accorder. Non. On ne peut pas raisonner ainsi parce qu'il faut intégrer dans le raisonnement le contrôle qu'exerce le juge sur la décision du maire, le contrôle des motifs. Je vous l'ai dit, depuis un arrêt du Conseil d'État de 1914, Gomel, le Conseil d'État exerce un contrôle normal, contrôle de la qualification juridique des faits, sur le refus de permis de construire. Donc, quand le maire refuse un permis de construire parce que le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité, et voilà, je pense que c'est sujet à inondation, on ne peut pas dire, ah bah oui, le maire fait ce qu'il veut, donc il pouvait refuser ou ne pas refuser. Non, parce que c'est sous contrôle du juge. Le juge va dire, effectivement, contrôle normal, oui, les motifs qui sont invoqués, justifiez bien un refus ou ne le justifiez pas. Donc, du fait de ce contrôle, qui est un contrôle intense, contrôle normal, ben, si les conditions il n'y avait pas de conditions d'insécurité, pour l'exemple que j'ai pris, c'est l'article R111-2, eh bien, le maire doit accorder le permis. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il est dit que le maire peut refuser le permis quand il y a atteinte à la sécurité, s'il y a un risque pour la sécurité, qu'il a complète liberté. Non, il doit accorder le permis s'il n'y a pas de risque pour la sécurité. Et une précision, une originalité du contrôle des motifs en matière de permis de construire, c'est que quand le maire accorde le permis de construire, Gomel, c'est quand il le refuse. Eh bien, quand le maire accorde le permis de construire, le voisin attaque le permis ou le préfet, le juge exerce non pas un contrôle normal sur le refus, sur l'octroi de permis, mais un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il vérifie que le maire n'a pas commis une erreur grossière en accordant le permis. Vous voyez, le contrôle est différent selon le sens de la décision. Contrôle normal s'il y a refus de permis de construire, contrôle minimum à l'erreur limité à l'erreur manifeste d'appréciation quand le maire a accordé le permis de construire. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation dans ces grandes lignes du Règlement national d'urbanisme. Et la prochaine fois, je verrai dans un chapitre 2 très rapide les servitudes d'urbanisme. Je le verrai parce que le Code de l'urbanisme présente un chapitre là-dessus. Et puis surtout, après, je verrai dans un chapitre 3 les espaces protégés.